Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! Il y a quelques semaines, je t'ai proposé un épisode dédié à l'éco-anxiété. Ce mal qui touche de plus en plus de personnes, y compris moi, et de plus en plus tôt. J'ai d'ailleurs reçu beaucoup de retours de personnes l'ayant écouté, me disant que ça leur avait fait du bien de se sentir comprises et que ça les avait aussi un peu boostées à lutter contre leur éco-anxiété. Si le sujet de l'éco-anxiété te parle et te titille l'oreille, je te mettrai le lien de cet épisode dans la description de l'épisode que tu es en train d'écouter dès à présent. Je terminais d'ailleurs cet épisode sur l'éco-anxiété en disant que l'action était l'une des clés de sortie de cet état de dépression écologique. Aujourd'hui, je souhaite te présenter 3 manières concrètes possibles de passer à l'action pour t'aider à lutter contre l'éco-anxiété et surtout à contribuer ensemble à un avenir plus souhaitable. Les 3 manières dont je vais te parler sont finalement plutôt des postures. La première, c'est l'action individuelle. L'action individuelle peut toucher 2 types de profils de personnes. L'éco-citoyen et le naturaliste. Alors l'éco-citoyen, c'est un terme qui fait référence à une conscience environnementale accessible par toutes les personnes. Sans devoir être engagé dans une association ou une organisation, par manque de temps, par manque d'envie tout simplement, cet éco-citoyen peut préserver l'environnement en faisant des gestes simples dans son quotidien, à savoir par exemple l'usage d'un vélo au lieu d'une voiture pour faire ses courses ou aller au travail, ou alors vérifier la présence d'ingrédients chimiques risqués pour la santé et pour l'environnement, vérifier les labels et les écolabels des produits que l'on achète, gérer sa consommation d'eau et d'électricité, manger plus local et de saison, minimiser ses transports qui utilisent des ressources limitées comme la voiture, l'avion, possiblement le train ou les bus, limiter ses déchets, les trier, jardiner en respectant son écosystème et sa biodiversité. C'est d'ailleurs tout l'enjeu des séries potager du podcast Une graine germe. Voyager autrement. Bref, il existe un tas d'actions possibles, de gestes entre guillemets simples, pas si simples que ça, que l'on peut intégrer dans son quotidien progressivement au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs pour projet, dans ma petite tête, de te partager de manière soit trimestrielle, soit biannuelle, les actions, les petits gestes que moi j'ai mis en place au fur et à mesure. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire en commentaire ou en m'envoyant un petit message pour que je puisse préparer ce genre d'épisode. De l'autre côté, il y a le naturaliste, qui quant à lui est un adepte de la nature, tout comme son nom l'indique.
Il aime contempler la beauté de la nature, énumérer les espèces au niveau de la faune, de la flore, passer son temps à se balader dans les forêts ou à explorer les montagnes pour voir leur évolution et leur état. Et c'est à partir de ces analyses qu'il met en place des actions afin d'agir pour l'environnement. Donc là, tu l'auras compris, l'éco-citoyen et le naturaliste peuvent être une seule et même personne, bien entendu, ou alors des personnes totalement différentes. Après les actions dites individuelles, il y a les actions qu'on appelle plus actions collectives, micro-actions collectives. Pour accélérer la transition écologique, certaines personnes décident alors, dans un deuxième temps, rarement en première intention, de s'associer pour se former et pour s'engager. Au sein d'associations, de collectifs, de pépinières ou encore de coopératives, elles mènent des actions très diverses. Création d'un supermarché bio-coopératif, aide à l'installation d'agriculteurs, création de hypercafés, aménagement d'espaces de coworking au fonctionnement plus vert, développement d'un nouvel outil de covoiturage, proposition de solutions pour réduire les déchets des habitants. Bref, il existe un tas d'actions collectives possibles. Indépendantes de toute institution politique, ces personnes deviennent donc actrices du changement au sein de leur quartier, village ou ville. Alors comment démarrer une action collective ? Si tu souhaites toi aussi mener une action éco-citoyenne collective, 2 solutions peuvent s'offrir à toi. Tu te rapproches d'une structure existante ou tout créer de A à Z. La première option, c'est évidemment la plus simple. De nombreux outils seront à ta disposition, tu auras un réseau de partenaires financiers déjà créé, tu pourras travailler directement auprès de citoyens engagés qui connaissent le sujet en question. Que tu décides d'intégrer un projet existant ou d'en proposer un nouveau, tu pourras mener ton action éco-citoyenne collective à bien plus grande échelle et plus facilement. Si rien n'existe près de chez toi ou si les associations et autres structures présentes ne correspondent pas à tes envies d'action, le travail sera un peu plus long et un peu plus fastidieux, mais pas impossible. Loin de là, beaucoup l'ont déjà fait. Commence tout d'abord par trouver d'autres citoyens intéressés en parlant de ton projet autour de toi ou en lançant un appel sur les réseaux sociaux. Rendons au moins les réseaux sociaux utiles, à savoir créer du lien. C'était à la base quand même le premier objectif des réseaux sociaux. Si ton action reste simple à mettre en place et ponctuelle, par exemple une matinée de ramassage des déchets sur les berges d'un ruisseau près de chez toi, tu n'auras pas forcément besoin d'entamer des démarches juridiques pour créer un collectif. Par contre, si ton projet est un peu plus long, plus compliqué, qui implique des dépenses et des rôles bien partagés, alors il faudra penser à te structurer. Auprès de qui tu peux te tourner pour t'aider dans le cas où tu veux créer vraiment une structure. Pour mener à bien ton action éco-citoyenne collective, tu peux te faire accompagner par l'État et les collectivités locales. Elles pourront alors te fournir une aide technique, une aide financière, une aide matérielle ou encore humaine. D'autres structures sont spécialisées dans l'aide aux porteurs de projets tels que ceux-là, comme GENIAC, qui est le gouvernement national des initiatives et des acteurs citoyens, GNIAC. Tu as aussi de l'association On passe à l'acte ou encore l'Université des Colibris, dont j'ai déjà parlé dans un précédent épisode. Grâce à leur expertise, elles pourront t'aider à y voir plus clair et à garder la motivation tout au long de ton projet et ta démarche. Tu peux aussi t'inspirer et visiter des écolieux, des éco-villages qui ont recréé de A à Z cette notion de collectivité. Ce genre de lieux sont vraiment très inspirants et ils pourront t'aider peut-être aussi à éclaircir tes volontés de mise en action et éventuellement aussi sur les différentes démarches par lesquelles elles sont déjà passées.
Et enfin, la troisième manière d'agir contre l'éco-anxiété, la troisième posture possible de mise en action, c'est le militantisme. Le militant, quant à lui, participe à une action collective, mais plutôt à une lutte collective, et s'adresse au public ainsi qu'aux autorités. Contrairement à l'éco-citoyen et aux citoyens aux actions collectives, le militant n'agit pas individuellement en changeant ses habitudes, mais plutôt en groupe. À l'ère de la crise climatique, il y a ce qu'on appelle les grands changements et les petits changements. Les petits changements sont très importants. Opter pour un fournisseur d'énergie verte, manger moins de viande, réduire son empreinte carbone représente un impact qui n'est pas négligeable pour l'environnement. Mais il faut aussi avoir en tête qu'on ne parviendra pas forcément à faire bouger toutes les choses tant que de grands changements dans les politiques environnementales, gouvernementales, les entreprises et la société en général n'auront pas été opérés. Et c'est là que rentre en jeu le militantisme. Le militantisme écologique peut entraîner des grands changements. Aller manifester et mener des actions de désobéissance civile oblige les gouvernements à écouter. Tout cela peut potentiellement provoquer des changements systémiques dont notre planète a désespérément besoin. Alors, quelques actions menées par les militantistes écologiques pour que tu aies un peu plus de concret. Certaines actions sont spectaculaires comme détruire les baleiniers japonais en Arctique, empêcher les trains de déchets nucléaires en Allemagne en s'accrochant au-dessus des voies ferrées. Des actions illégales comme le fait de s'en prendre aux exploitants de bois, sabotage des laboratoires de vivisection les obligent à vivre dans la clandestinité. D'ailleurs, le FBI les considère comme des terroristes et l'agence FBI les considère comme la seconde menace de la sécurité intérieure américaine après Al-Qaïda. Ça fait peur de devenir militant. Mais rassure-toi, tu n'as pas besoin de devenir militant pour passer à l'action. Les militants sont nécessaires, mais on ne doit pas forcément tous devenir militants. Aussi, ces trois rôles présentés, l'éco-citoyen, l'action individuelle ou encore les actions collectives et le militantisme, ne représentent pas une échelle sociale de l'écologie à gravir. Ce sont des rôles qui sont indépendants et qui viennent se compléter, qui peuvent être joués par une seule et même personne ou par des personnes différentes. Il est possible d'être engagé sans être militant, alors que le fait d'être militant sans être engagé est quelque chose d'impossible. Par exemple, si je prends mon cas personnel, j'ai commencé par ne rien faire. Puis après, j'ai pris conscience et j'ai commencé à intégrer dans ma vie des micro-actions, des actions à mon échelle individuelle. Et je continue d'ailleurs tous les jours. Et je commence à penser, à réfléchir, à agir plus en collectivité. Je ne le fais pas encore. Je suis en train de réfléchir à plusieurs choses, à plusieurs possibilités. D'ailleurs, peut-être que je t'en partagerai certaines d'entre elles dans de prochains épisodes. Est-ce que je deviendrai militante ? Peu probable. J'ai trop peur d'être dans l'illégalité. Ça, c'est mon tempérament. Donc, est-ce que je ne sers à rien parce que je ne fais que de l'individuel ? Je ne pense pas. Est-ce que je serai mieux parce que je fais du collectif ? Non plus. J'agirai juste autrement. Je passerai juste à l'action de manière différente. Est-ce que je sers vraiment à rien parce que je ne deviendrai jamais militante ? Non, pas du tout. Le principal, c'est d'agir. Pour préserver l'environnement, il est important que tous les acteurs concernés, toi, moi, nous, s'engagions à réaliser des véritables actions préventives. Pour sauver la planète, il faut oser, passer de la théorie à la pratique, relier l'individuel et le collectif, tenir ses promesses. Au lieu de se contenter de paroles, le plus important, c'est d'agir pour le bien de la planète et pour le bien forcément de l'humanité. Ça peut commencer par s'intéresser à la provenance de notre alimentation. Comment est-elle concrètement créée ? Ça, ce sera l'objet du prochain épisode. Mais pour le moment, toi,
Comment décides-tu de passer à l'action pour préserver ta santé mentale et celle de la planète ? Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire, alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.